épisode du balado Franc-Parler. Je suis ici avec Simon Dargy et Jade Chara-Feldin et moi-même, Héloïse Richard. Donc aujourd'hui, on va parler de l'écriture inclusive et la musique francophone dans notre quotidien. Donc d'abord, notre premier sujet, c'est l'écriture inclusive. Puis on va parler du projet, entre autres, de la CAQ d'interdire l'écriture inclusive dans ses communications d'État, puis éventuellement dans les écoles. Donc pour débuter, vous en pensez quoi de ce projet? Moi, personnellement, je trouve que c'est politiquement biaisé parce que, tu sais, j'ai vu l'article dans la presse, puis j'étais quand même assez étonnée. Je pense que les documents du gouvernement devraient représenter la langue française ou avoir une bonne orthographe. Est-ce que l'écriture inclusive est totalement intégrée dans la langue française? Pas vraiment. À date, il n'y a pas vraiment, sauf des articles de presse ou des blogs ou des vidéos d'influenceurs qui utilisent l'écriture inclusive. Il n'y a pas vraiment de choses. Donc, c'est pas encore quelque chose d'assez répandu. Exactement. Okay, fait que, par rapport au gouvernement, le fait d'interdire ça, je trouve ça un peu genre extrémiste. Mm-hmm. Ils font un peu de l'ingérence, dans le fond. Ouais. Ils vont gérer les affaires qui les concernent pas vraiment. Je comprends qu'il faut que tous les documents soient uniformes, que la langue soit pareille partout. Mais c'est sûr que l'écriture inclusive, j'imagine que tu vas en parler, mais ça rend la langue plus compliquée. Il faudrait savoir les raisons derrière. Ouais, quand j'ai lu l'article, leur raison c'était que, entre autres, il faut que ça soit... le français, c'est quelque chose qui est supposé être clair, puis quand on écrit à l'inclusif, ça rend souvent la lecture qui est plus lourde. Puis, un argument qui avait été dit, c'est moi, un point, je le vois à la fin d'une phrase. Parce qu'une des façons d'écrire à l'inclusif, ce serait d'écrire les étudiants.e.s. Mm-hmm. Mais pour, je sais plus c'était quel ministre, mais lui il était comme, pour moi, un point, ça va à la fin d'une phrase, pas pour séparer un mot. Donc, c'est vraiment une question de lisibilité, en fait. OK. Mais aussi, concernant la lourdeur que ça apporte à une phrase, est-ce que vous pensez que ça a sa place à l'école, surtout avec des jeunes enfants qui apprennent la grammaire? C'est une bonne question. Oui, c'est une très bonne question. Est-ce que je peux commencer? Vas-y. Donc, moi, personnellement, je pense que non. Parce que déjà que le français est une matière assez difficile, surtout pour des personnes qui viennent d'arriver au pays ou qui savent pas du tout comment parler français, qui doivent déjà commencer à apprendre les bases de la grammaire. Déjà rajouter cette règle, un peu comme on peut dire, d'écrire à l'inclusif, ça peut rendre les choses plus compliquées, même que peut-être que, mais comme d'une autre façon, d'un autre angle. Tu sais, dans la langue française, on attribue tout le temps des genres et des nombres à n'importe quoi. Là, on mettrait tous les genres puis tous les nombres. Ouais. Fait que peut-être que ça le rendrait moins compliqué. En même temps, comme il y a beaucoup de règles qui encadrent comment on est supposé écrire à l'inclusif quand on va lire là-dessus. Puis déjà, ça peut être difficile de comprendre comment on est supposé le faire. Mais il y a quelque chose qui est un peu pas inclusif dans l'écriture à l'inclusif pour les gens qui parlent pas français à la base, justement. Mm-hmm. Parce que tu rajoutes cette difficulté-là, ça va être encore plus dur pour eux de s'exprimer. Ouais. Fait que là, tu veux être inclusif, mais en même temps, tu complique encore plus la communication. Ouais. Donc, il y a la partie que c'est inclusif de pouvoir inclure tous les genres, mais en même temps, est-ce que c'est inclusif que chaque personne doive écrire à l'inclusif? Pas nécessairement. Non. Surtout pas, niveau primaire, secondaire, genre, je trouve pas vraiment que... Surtout quand c'est des documents à l'école, que c'est pas nécessairement, visé vers un public général, comme une publication gouvernementale.
sais, c'est sûr que, admettons, quand les profs l'utilisent, quand ils écrivent des MIO ou des messages à leurs élèves, ça, tu sais, ça passe, tu sais, c'est correct. Puis moi, je trouve ça assez bienveillant de leur part de prendre en compte tout. Puis tu sais, c'est aussi une façon d'écrire, admettons, si on prend comme exemple étudiants et étudiantes, au lieu de que le prof il dise bonjour chers étudiants et étudiantes, ben il y a juste à écrire bonjour chers étudiants, .e.s. Ouais, genre, pour dire que c'est au pluriel. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est moins compliqué. Ouais. Tu sais, il y a des bienfaits, il y a des malfaits à tout. Sûr, ouais. Mais c'est sûr que niveau primaire, secondaire... Non, ça rajoute une difficulté, là. Ouais. Comme... Il y a plusieurs règles qui sont déjà complexes. Honnêtement, les participes passés avec avoir moi au secondaire, je rushais. Leur rajoute l'écriture à l'inclusif, j'aurais fait une crise de bacon. Comment est-ce que les participes passés s'accorderaient? Mais c'est ça, c'est là que c'est difficile. Il y a des règles, mais c'est difficile. Ouais. Déjà, tu dois apprendre comment faire pour trouver qu'est-ce que tu es supposé, conjuguer. Mais en plus, il faut que tu le fasses, à l'inclusif. Ça rajoute un niveau de difficulté. En tout cas. Mais on t'a pas demandé, toi. Moi, je pense que ça peut être une bonne idée d'aborder la notion, de leur faire croire et de leur montrer que ça existe dans la vie de tous les jours, mais sans aborder tout ce qui a rapport au grec grammatical, sans, par exemple, les accords des verbes, ça complexifierait tout. Mais juste de leur dire que ça existe et peut-être d'aborder la notion un peu plus tard dans le parcours scolaire. C'est un très bon point. Ouais, c'est un très, très, très bon point. Ouais. OK. Puis, fait que là, on a parlé de la CAQ beaucoup, du projet de la CAQ beaucoup ensemble. Ouais. Toi, pour revenir un peu sur ce que la CAQ, elle a décidé de faire. Ben moi, je pense que c'est une mesure qui est un peu extrême parce que l'écriture à l'inclusif, c'est comme si on le voyait comme une menace avec ce genre de règlement. Et je pense que l'écriture à l'inclusif, c'est plus comme une adaptation à la réalité d'aujourd'hui plutôt qu'un problème. Donc, l'interdire, c'est comme vouloir figer la langue, alors que la langue, ça évolue avec le temps. Donc, c'est comme si on voulait faire un retour en arrière puis qu'on refusait de s'adapter et d'avancer. Peut-être que pour les documents officiels, ça rajoute une certaine complexité. Donc, je partage un peu ce point de vue-là pour pas alourdir trop les documents puis les faire trop longs. Mais dans la vie de tous les jours, ça peut avoir son utilité. Et moi, je trouve que la langue, ça doit refléter la société et pas l'inverse. Donc, il faudrait l'inclure dans certains domaines de la société. Pour faire une notion grammaticale sur comment est-ce qu'on peut écrire à l'inclusif. Donc, en général, quand on veut écrire à l'inclusif, on va privilégier d'abord une formulation qui va être plus neutre. Donc, par exemple, au lieu d'écrire étudiant et étudiante, on va écrire élève. Ça va être des noms neutres. Ensuite, pour l'utilisation de pronoms ou d'adjectifs, on va essayer de privilégier ceux qui sont épicènes. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas de genre. Par exemple, pour les pronoms, on dirait quiconque ou personne. Puis pour les adjectifs, on pourrait utiliser des mots comme indispensable, lunatique ou habile. À d'autres occasions, on peut aussi utiliser des procédés qui vont être plutôt syntaxiques. Par exemple, on peut utiliser le doublet, enseignant et enseignante. Dans ce cas, c'est un doublet formé de noms de forme simple, c'est-à-dire que ce qui est désigné est décrit par un seul mot. Si la désignation est au pluriel et qu'on veut ajouter un adjectif qui ne fait pas partie intégrante de la désignation du doublet, on va le mettre à la fin et le conjuguer au masculin. Donc, par exemple, on écrirait les étudiantes et étudiants inscrits au programme. Il existe aussi des noms de forme complexes. Il y a ceux qui vont être unis par des traits d'union, par exemple analyste programmeur ou analyste programmeuse. Il y en a qui vont être unis par un adjectif intégrant de la désignation, par exemple un enseignant coordonnateur ou une enseignante coordonnatrice. Donc ça veut dire que l'adjectif, il sert à vraiment plus décrire le titre. Donc c'est pas juste une enseignante, ça va être une enseignante coordonnatrice. Puis il y en a d'autres qui vont être unis en fait par un complément. Donc par exemple, on pourrait dire les étudiants et les étudiantes de premier cycle. Dans les cas des noms unis par des traits d'union, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répéter la désignation dans sa forme féminine et masculine au complet. Donc, comme j'ai fait avant, dire analyste programmeur et analyste programmeuse. Si c'est un adjectif intégrant, on le répète pour chaque nom. Donc, comme j'ai fait encore, enseignant coordonnateur puis enseignante coordonnatrice.
Et si c'est le nom qui est accompagné par un complément, celui-ci peut juste pas être répété, donc il est mis à la fin du doublet. Dans les cas où on utilise le doublet et qu'on souhaite faire une reprise par un pronom, on va en général utiliser le masculin pluriel. Donc, les étudiantes et étudiants de sciences humaines, on va remplacer ça par « il ». Lorsqu'on utilise des noms épicènes, donc par exemple secrétaire ou élève, et qu'on veut faire une reprise par un pronom encore, là, il va être conseillé de coordonner 2 pronoms pour indiquer la présence des femmes, donc il et elle, parce que comme secrétaire et élève, il n'y a pas de genre associé, on veut marquer qu'il va aussi y avoir des femmes qui vont être présentes. Puis, s'il y a un adjectif ou un participe passé après le doublet, on utilise en général la règle de proximité. Donc ça, il faut mettre la forme masculine du mot à la fin du doublet, puis après, on va accorder l'adjectif ou le participe passé au masculin. Donc, comme j'avais donné comme exemple plus tôt, on va dire les étudiantes et étudiants inscrits. Donc, c'est pas mal ça sur comment est-ce qu'on peut utiliser l'écriture à l'inclusif. Puis, la majorité des exemples ont été trouvés sur le site de l'Université de Montréal. Donc, comme deuxième section de notre balado, on va parler de musique francophone. Donc, on a préparé des petites questions qu'on va se poser pour qu'on placote. Donc, première question, est-ce que vous écoutez de la musique francophone? Moi, oui, j'en écoute quand même beaucoup. Et toi, Jeanne? Ben moi, avant, j'écoutais pas vraiment beaucoup de musique francophone, mais maintenant, j'essaie d'en écouter de plus en plus. Parce que pendant longtemps, j'écoutais surtout de la musique anglophone, parce que c'est ce qui domine partout, sur les réseaux, sur les plateformes, la radio. Mais la musique francophone, c'est vraiment une autre émotion. Raconte notre monde, nos émotions avec notre réalité à nous. Et en plus, maintenant, il y a beaucoup de diversité. Donc, il y a du rap, du pop, du rock, du folk. Donc, on n'a pas l'excuse de dire qu'il n'y a rien de bon en français. Donc, l'excuse qu'on entend souvent. Un point que tu as parlé de... J'avais vu un TikTok récemment d'une fille qui parlait de l'émotion que la musique dans ta langue native peut avoir. Je trouve que moi, ma langue native, c'est le français. Puis je trouve que la musique en français me fait sortir beaucoup plus d'émotions que la musique en anglais. Parce que, tu sais, la musique en anglais, pour moi, c'est comme juste des mots. Mais en français, ils ont un petit peu plus de sens. Puis c'est quelque chose que j'ai vraiment... C'est apprécié. Oui, c'est ça que j'approuve. Ok, je comprends. Je vais passer à une prochaine question. Est-ce que vous pensez qu'il y a une grosse différence entre la musique québécoise et la musique française? Comme différence de genre comment on la reçoit ou genre de comment elle écrit les messages? Comment vous la recevez, puis surtout l'impact qu'elle a sur vous? Je crois que pour certains aspects, oui, et d'autres, non. Par exemple, c'est la même langue, donc ce que je vais comprendre, ce que je vais entendre, les paroles restent comme les mêmes et comment je vais les interpréter, oui. Mais la musique québécoise, elle a comme caractéristique souvent de raconter notre histoire ou de genre... Elle a comme son petit grain de sel à elle, tu sais, que ça soit dans les accents, que ça soit vraiment dans le joual qu'on va utiliser. Il y a quelque chose qui est quand même caractéristique au Québec. Puis dans ça, je crois que c'est différent. Et personnellement, je reçois comme... Je le vois différemment. J'ai préféré quand même la musique québécoise à la musique française, même si les paroles restent dans la même langue. Est-ce que tu pourrais nommer des artistes québécois que tu apprécies? En ce moment, par exemple, j'écoute beaucoup du Jeanne Côté. Je pense que c'est une artiste qui est quand même assez récente. Elle a sorti 2 albums. Puis sinon, Chloé Pelgag aussi, c'est une artiste que j'écoute depuis que je suis vraiment enfant. Ça a pas mal marqué justement mon enfance. Ça a été mon premier spectacle aussi. Sinon, je vais aussi écouter beaucoup de Louis-Jean Cormier.
encore une fois, c'est beaucoup des chansons de mon enfance parce que mon père nous faisait souvent écouter ça à la maison. Pour en nommer 3, là, pour pas passer la séance là-dessus. Ben moi, je trouve qu'il y a une petite différence entre les deux musiques. Évidemment, la langue, c'est la même, mais j'ai l'impression que la musique québécoise, elle a plus un côté qui est brut, qui est sincère et qui se rapproche du quotidien. Les Français, eux, je trouve qu'ils misent plus sur la poésie, la structure et la musique en elle-même plutôt que sur l'importance des paroles puis l'impact qu'elle peut avoir sur le public. Donc les Québécois, ils chantent la réalité qui est crue et ils rajoutent des fois des touches d'humour, de la mélancolie. Et donc je trouve que les deux se complètent un peu parce que les Français ils s'inspirent de notre authenticité et nous, on s'inspire de leur finesse. Très, très, très bon point. Moi, j'avais fait quelques recherches par rapport à ça et en fait, un des points les plus prominents, c'est surtout que la musique française, mondialement, la musique de France, mondialement, est beaucoup plus reconnue que la musique québécoise. On ne sait pas vraiment pour quelle raison, mais c'est surtout que la musique québécoise a quand même une particularité qu'on a un accent, on utilise des expressions qui sont propres à nous. C'est pas toutes les francophones qui peuvent comprendre le joual, qui peuvent comprendre nos expressions, comme puis tu sais c'est le français typique de France, si je peux dire, est beaucoup plus facile à comprendre Le que français international. ouais, c'est ça. Donc maintenant nous avons interviewé 2 personnes par rapport à ces questions. Salut Dimana, ça va bien? Oui, vous? Oui, merci. Donc, est-ce que tu écoutes de la musique francophone? Oui, j'en écoute de temps en temps. J'écoute un peu de folklore québécois, comme les Cowboys fringants. Puis c'est pas mal tout ce que je connais comme chansons québécoises. Sinon, j'écoute aussi des chansons françaises, comme Charles Aznavour. OK. Est-ce que ça a une importance pour toi d'écouter de la musique en français? Ben, c'est sûr que surtout ici au Québec, ça fait partie de la culture. Fait que c'est important de propager la culture, mais moi, personnellement, ça m'impacte pas trop dans la vie de tous les jours. C'est surtout si j'écoute de la musique en français, c'est parce que j'aime ça. OK, fait que c'est plus par rapport à juste la musique qui est bonne, puis pas vraiment par rapport à la langue. Oui. OK, merci beaucoup. De rien. Ok, donc aujourd'hui, je suis avec Simon. ma première question pour toi, ce serait est-ce que tu écoutes de la musique francophone? Ouais, j'en écoute francophone, québécoise. Ouais. Parfait. Quel genre, quels artistes? J'écoute pas mal plusieurs genres différents. J'écoute surtout du rock, comme les colocs, sinon Cowboys fringants, Trois accords. Puis aussi des plus vieux groupes aussi, là, Harmonium. Ah oui, Ça, c'est oui. un de mes favoris. Mhm. Du côté français aussi, Aznavour, Jacques Brel, ouais. les classiques. Là. Les classiques. Edith Piaf? Ouais, aussi. Ah, bien sûr, bien sûr. Est-ce que c'est important pour toi, la musique francophone? D'après moi, oui. C'est très important. Je pense que ça fait partie de notre culture en tant que Québécois, Québécoise. La langue française, c'est très important. Et surtout de nos jours, parce que de plus en plus, on est affecté par toute la culture américaine. C'est des musiques qui se ressemblent un peu toutes, je trouve, Ouais. aussi. Ouais. Mais... ouais, c'est toujours bien d'avoir des artistes québécois. Même ces temps-ci, il y en a plein d'autres, des nouveaux, je dirais. Fouki, oui, c'est pour en nommer quelques-uns, là, mais c'est toujours aussi important de garder ça en tant que... c'est un héritage, d'après moi, qu'on doit garder. Intéressant. Bon, merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais aborder un autre aspect qui
cas plus par rapport au contenu de la musique francophone. Donc, est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir une limite à l'utilisation du joual et d'anglicisme dans la musique francophone par rapport à son impact sur la qualité de notre langue française? Honnêtement, c'est sûr. Je pense que la culture est plus importante que la qualité de notre français. Si les élèves écoutent en classe, tu sais, la musique, c'est très subjectif. Il y a tout le monde qui peut écouter des types différents de musique. Fait que, tu sais, c'est pas tout le monde qui va être soumis à des expressions de joual incompréhensibles qu'on n'utilise plus dans le temps. Donc, non, je pense pas du tout qu'on devrait limiter l'utilisation du joual ou les anglicismes, c'est sûr que on est plus tenté à les utiliser dans le quotidien, surtout avec de la façon que notre société a... quand quelque chose devient populaire, tu sais, il y a comme tout le monde qui l'utilise. Mais le joual, tu sais, c'est vraiment ancré dans la culture québécoise, puis je pense pas que ça diminue la qualité de la langue française. Je trouve que ça rajoute un certain charisme à la langue québécoise. Mais moi, j'aimerais ajouter aussi que le joual, oui, ça peut être difficilement compréhensible quand tu parles pas, genre, le français du Québec. Mais en même temps, genre, je sais pas pour vous, mais comme, tu sais, moi, ça va m'arriver souvent d'écouter de la musique dans une langue que je comprends pas. Genre, portugais, espagnol, genre, en arabe, je comprends rien. Mais, genre, je peux quand même apprécier la musique qui vient avec. Donc, je comprends pas le but de mettre un quota de mots en joual qu'on devrait mettre dans une chanson, alors que... Mais c'est ça qui fait, en fait, l'unicité de la chanson. C'est ça qui fait en sorte que la chanson québécoise, elle est différente de la chanson française. Et si on impose un nombre de mots que tu dois respecter pour pouvoir que ta chanson soit compréhensible, mais tu es en train d'enlever, en fait, le but même de l'art. Parce que l'art, c'est une façon de s'exprimer, de partager des idées. Et en faisant ça, ben c'est juste... Tu enlèves, en fait, le piquant qui vient avec la musique québécoise. Je suis d'accord. Toi, est-ce que tu crois qu'il devrait y avoir une limite de joual, d'anglicisme? Moi, je pense qu'il ne devrait pas y avoir une limite parce que le joual, c'est un peu l'identité linguistique du Québec. Donc, c'est la façon qui représente le mieux la société, la manière dont on parlait avant. Et la musique, ça sert à refléter la réalité des gens. Donc, si on commence à limiter ça, on va perdre une partie de l'authenticité québécoise. Puis, chaque langue qui fait leur musique, ils incluent toujours une partie de leur nationalité. Donc, je vois pas pourquoi au Québec, on devrait se donner des limites. Donc, l'important, c'est pas vraiment la pureté, on va dire, de la langue, la beauté, mais c'est plutôt la manière qui nous permet de nous exprimer puis de faire en sorte que la culture est vivante puis elle est bien exprimée dans les chansons. Est-ce que vous considérez que la musique occupe une grande partie de votre vie? Moi, je dirais que oui, personnellement, parce qu'elle est présente dans presque toutes les activités du quotidien. Donc, on l'entend vraiment partout, que ce soit dans les transports, les commerces, les médias, même dans les films et les publicités. Donc, la musique est vraiment omniprésente. Personnellement, j'en écoute aussi beaucoup en travaillant, en faisant d'autres tâches. Donc, elle m'accompagne dans mes routines, sans nécessairement que ça attire toute mon attention, mais elle est toujours présente en arrière-plan. Et elle fait aussi partie de la culture générale. Elle reflète les tendances sociales, les langues et les styles de vie actuels. Et même si on ne s'y intéresse pas activement, moi je trouve que ça reste un élément qui est constant dans l'environnement et qui représente notre manière de consommer la culture. Je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit. J'ai pas vraiment beaucoup de choses à rajouter. Moi, j'ai fait du piano pendant 4 ans, puis j'ai aussi fait de la guitare. Fait que la musique, tu sais, ça a toujours aussi été une partie très importante dans ma famille. Donc, puis aussi, j'écoute de la musique quand j'étudie, quand je prends les transports en commun, dans ma voiture. Tu sais, j'ai pas une balade en voiture où j'écoute pas de la musique. Puis toi? Ben, évidemment, comme c'est... J'associe plusieurs souvenirs à la musique. Comme, en général, dans un souvenir, il y a une musique de trame de fond parce que c'était tout le temps partout chez moi. Dans la voiture, ça
je pense que d'une certaine façon, ça forme un peu l'identité, ce que tu vas écouter. Donc, oui, je dirais que c'est quelque chose qui est vraiment important, puis qui prend beaucoup de place dans ma vie. Et voilà qui conclut cet épisode de Franc-Parler. Un grand merci à Simon et Héloïse, 2 étudiants du Collège de Bois-de-Boulogne, pour cette discussion riche, authentique et inspirante sur la musique francophone et l'écriture à l'inclusive. Aujourd'hui, on a vu que la langue, ce n'est pas seulement une question de mots, mais aussi de rythme, de culture et d'identité. Qu'elle soit chantée ou écrite, inclusive ou spontanée, la langue française vit à travers celles et ceux qui la font vibrer. Merci à vous, auditeurs et auditrices, d'avoir été à l'écoute.